Alors, je vais inviter maintenant notre premier conférencier, Pierre Meerts, qui est botaniste, professeur de biologie et d'écologie ici à l'ULB. Il est passionné depuis tout jeune par l'étude de notre milieu, particulièrement par les plantes. Et ce soir, il va nous faire part de son expérience, de ses observations de longue date et des constats qui en découlent. Bonsoir à tous. Alors j'ai horreur de parler dans un micro, je ne donne jamais cours avec un micro. Et aujourd'hui, j'ai les deux mains occupées. Donc il y a la télécommande, il y a le micro, on va essayer de se débrouiller. Quand mon ami Edwin Zakai m'a invité à participer à cette conférence, il m'a dit « Pierre, viens nous parler de la biodiversité que tu as connue et de ce qu'elle est devenue ». Et donc j'ai compris que j'avais atteint la tranche d'âge où on vient témoigner qu'on a connu les dinosaures. Alors déjà, on va essayer de se débrouiller avec la télécommande, voilà. D'abord, je dois bien vous dire que je ne sais pas exactement ce que c'est que la biodiversité ordinaire, et donc je vais admettre que c'est la biodiversité en dehors des réserves naturelles dans nos régions. Ce sera ma définition simplifiée. Comme je ne suis pas sûr d'arriver au bout de mon exposé dans le temps imparti, je commence par mes conclusions, c'est toujours plus sûr. Et donc, je vais développer aujourd'hui deux points de vue. Le premier commence par le nombre d'espèces de plantes dans nos régions a considérablement, 3 petits points, en une génération. Et le deuxième point de vue que je vais développer, c'est la biodiversité végétale a 3 petits points. C'est le suspense que je laisse pour l'instant dans vos esprits. On m'a demandé de parler de mes vieux souvenirs, et donc pardonnez-moi de partager un moment de mon enfance avec vous. Donc j'ai eu la chance de commencer à faire de la botanique tout petit, et j'avais des racines familiales dans une très très jolie région, entre Lessines et Flobec. C'est ce qu'on appelle le pays des collines. C'est une très 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 belle région. Et j'ai des souvenirs de 2 sites en particulier. Le marais à l'eau à Flobec et les prairies du moulin du Mouflu à Wodek. C'est de la biodiversité, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, ce ne sont pas des réserves naturelles. J'ai voulu jouer le jeu et donc je suis retourné pour préparer cette conférence, visiter ces 2 sites que je n'avais plus vus depuis des dizaines d'années. À ne pas faire un jour de déprime, je vous préviens. Et donc, quand nous allions nous promener dans le marais à l'eau à Flobec, c'était des prairies humides, avec des mares, des petits étangs. Il y avait une foule de plantes aquatiques, et notamment la fameuse renoncule aquatique, très jolie renoncule à fleurs blanches, qui poussait en mélange avec une autre plante aquatique, l'autonie des marais. Et retourner voir ces plantes dans ce site était un réel plaisir, parce que c'était véritablement une féerie de floraison à la surface de ces mares. Je suis retourné à Flobec il y a 15 jours. Et ça donne ceci. C'est-à-dire qu'à cet endroit, il n'y a plus rien à voir. Le bâtiment à gauche, c'est la buvette d'un club de pêche. Pour la construire, on a dû remblayer. Alors, est-ce que le pointeur fonctionne? Marche comment? Ici, voilà. Donc, il y a un remblai qui a été fait. Il y a des décombres là, qui s'accumulent. Il y a quelques palettes en bois, en construction ou en destruction, on ne sait pas très bien. Mais enfin, il n'y a plus grand-chose à voir. Quand on cherche bien, on trouve quand même ceci. C'était une mare, il y avait de l'eau, il y avait des renoncules et des autonies. Aujourd'hui, les peupliers ont été plantés, ça a poussé, il y a de l'ombre, il n'y a plus d'eau, le régime hydrique a changé, on ne sait pas trop pourquoi. Et la flore qui se développe dans cette ancienne mare est des plus banales. Ce sont des espèces nitrophiles extrêmement répandues. Changeons d'endroit. Et donc nous allons à Wodek visiter les prairies humides du moulin du Mouflu. Et le souvenir que j'en ai, je n'ai pas fait de photo à l'époque, mais le souvenir que j'en ai, ce sont des espèces tout à fait intéressantes. Il y avait là 2 espèces de rhinanthes. Le rhinanthe à petites fleurs, le rhinanthe à grandes fleurs, des plantes tout de même remarquables.
On voyait aussi la Véronique en écu à gauche, le Nantes fistuleuse à droite. Et pour rejoindre ces prairies, on longeait des champs dans lesquels, au-dessus de nos têtes, chantaient les alouettes, et on voyait à l'occasion s'échapper des moissons une caille ou des perdrix. Je suis retourné à Wodek il y a 15 jours, et étonnamment, le paysage est bien conservé. Bonne surprise, le paysage est exactement comme je l'avais laissé, comme je l'imaginais, comme je m'en souvenais. Donc c'est un remarquable paysage très équilibré. Ce sont des prairies humides de fauche, il y a des rangées de saules, un petit bois de peuplier, il y a des moissons à gauche qu'on ne voit pas, le moulin du Mouflu est dans le fond. Le paysage est bien conservé. Bonne surprise. Et donc je m'avance, le cœur battant. Je retrouve la prairie de mon enfance. Dans cette prairie se trouvaient toutes les plantes que je viens de vous montrer. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On s'approche. Le fossé, je reconnais ce fossé. Malheureusement, l'occultation n'est pas géniale, mais il y a là un fossé au bord duquel poussaient des tas de choses intéressantes. On s'approche, le cœur battant, et la déconvenue est immense. Toute la flore que je vous ai montrée il y a un instant a disparu. Et qu'est-ce qu'il y a à la place? Il y a un fouillis d'orties et de liserons, c'est-à-dire des plantes indicatrices d'eutrophisation. Et la flore d'origine a en fait entièrement disparu. Il y a des circes, donc des chardons, qui sont des indicateurs de forte influence anthropique. La graminée dominante, c'est du ré gras, donc vraisemblablement, elle a été semée, donc l'agriculteur, et c'est son droit, a sursemé du ré gras pour augmenter son rendement. Et le bassin versant est occupé, c'était un champ de betteraves quand j'ai été, c'est souvent du maïs, m'a-t-on dit, donc c'est maïs-betterave, donc en fertilisation azotée intensive depuis en fait des dizaines d'années. Et tous ces agents fertilisants, évidemment, se concentrent dans les fonds de vallée et contribuent à ce qu'on appelle l'eutrophisation des écosystèmes, qui est au fond l'obésité des écosystèmes. Et cette obésité va changer fondamentalement les relations de compétition entre les plantes. C'est ce que j'appelle la loi du plus fort et le triomphe des opportunistes. Voyons ça. Les plus forts et les opportunistes, ce sont trois plantes qui existaient en Belgique depuis toujours. Ce sont des plantes indigènes qui poussaient évidemment déjà il y a 30 ou 40 ans, un peu partout, mais qui ont connu une expansion fulgurante au point aujourd'hui de dominer la plupart des paysages de nos régions. Tous les bords de chemins de champs, tous les bords de fossés sont occupés par quoi? Par la grande ortie en haut à gauche, une nitrophile bien connue, le fromental en haut à droite, une graminée à très haute productivité, et le dactyle, une autre graminée à très haute productivité. Ce sont des plantes à haut pouvoir compétitif. À ce stade-ci de mon exposé, je reviens à ma première question. En Belgique, en une génération, le nombre d'espèces de plantes a considérablement augmenté. C'est le premier point de paradoxe que je voudrais aborder aujourd'hui. La flore de nos régions s'est enrichie de très, très, très nombreuses espèces. En Belgique, regardez, il y a 1500 espèces de plantes indigènes, donc la flore que l'on dit native, mais il y a aujourd'hui dans nos paysages 2000 espèces de plantes introduites, dont, tenez-vous bien, 300 recensées pour la première fois depuis 1990. Donc la flore de nos régions s'est enrichie considérablement, mais de quoi? Elle s'est enrichie, c'est un miroir de la mondialisation, elle s'est enrichie notamment de ceci. Ces trois plantes étaient inconnues dans les paysages de nos régions quand j'ai commencé à faire de la botanique dans les années 70. Elles sont aujourd'hui très répandues en Basse-Belgique, à savoir, en haut à gauche, une cétère, c'est une graminée, c'est une mauvaise herbe des champs de maïs d'Amérique du Nord. En haut à droite, panicum, c'est une graminée des champs de maïs d'Amérique du Nord. Et en bas au milieu, une amarante,
c'est une mauvaise herbe du soja et du maïs d'Amérique du Nord. Nos régions ont reçu un apport massif de semences contaminant le transport de céréales, en fait, des États-Unis vers la Belgique. Ces plantes sont entrées par le port de Gand, elles se sont installées. Le problème, c'est que ces plantes sont toutes du même profil écologique, ce sont des opportunistes à haut pouvoir compétiteur et donc des colonisateurs de milieux profondément transformés par l'homme. Il y a donc ce qu'on appelle parfois une McDonaldisation de la nature. C'est un mot qui a été utilisé. Qu'est-ce qu'on entend par là? Regardez, on a vu se répandre la renouée du Japon dans toute l'Europe. Cette plante est présente maintenant en Amérique du Nord, en Europe et évidemment au Japon, sa région d'origine. On a vu se répandre le solidage glabre, plante d'Amérique du Nord. Il y en a sur les 3 continents maintenant. La balsamine géante. Donc vous voyez des plantes de même profil, haut pouvoir compétiteur. Alors, attention, ne vous méprenez pas. Ces plantes ne sont pas la cause d'une altération de la biodiversité. Elles en sont un symptôme. C'est un symptôme de la transformation de nos paysages, notamment par l'eutrophisation. Ces plantes ne sont coupables de rien. Les perdants de cette histoire. Les perdants, c'est une flore extraordinairement riche, des sols pauvres. C'était la flore de nos régions. C'est celle dont j'ai connu dans les années 70 les derniers hoquets avant sa quasi-disparition, à savoir des plantes très spécialisées. Regardez, une petite orchidée, l'orchis bouffon. L'orchis bouffon, c'est une plante qui a des adaptations remarquables à la pauvreté en phosphore. Elle a des mycorhizes spéciales. En bas à gauche, sa distribution en Wallonie, avant 1960, il y en avait partout. À droite, après 1960, mais cette carte est beaucoup trop optimiste, elle date de 1980, presque tous les points verts ont disparu. Cette plante n'est plus connue que de quelques réserves naturelles. Autre témoin de cette régression, l'orchis grenouille, une orchidée avec des adaptations remarquables à la pauvreté en phosphore, des mycorhizes spéciales également. Régression considérable, tous les carrés vides sur cette carte sont des stations anciennes. Les stations récentes sont très peu nombreuses, elles sont encore moins nombreuses que ce que la carte indique. Le pied de chat, une plante qui a des adaptations remarquables au recyclage de l'azote. Donc elle fait preuve de frugalité azotée. Elle peut recycler l'azote et ne dépend pas de sources externes d'azote pour se maintenir. Et bien sûr, 2 plantes à biologie très spéciale qui sont des témoins d'autres modes de nutrition azotée. Le drosera à gauche, une carnivore, n'a pas besoin d'azote dans le sol, elle le trouve dans les insectes qu'elle capture. À droite, le rhinanthe, dont je vous ai déjà parlé, c'est un hémiparasite qui trouve son azote en parasitant des graminées. Et donc, approchons maintenant de nos conclusions. En Belgique, en une génération, le nombre d'espèces de plantes a considérablement augmenté et la biodiversité. Je défends l'idée qu'elle a considérablement diminué. C'est-à-dire que tous les nouveaux venus sont de même profil écologique. Les opportunistes, très compétiteurs, nitrophiles. C'est le même profil. Ceux qui ont disparu, les perdants de l'histoire, c'est quoi? Ce sont des plantes de petite taille, à croissance lente, très spécialisées, avec des biologies extrêmement originales et à besoin en lumière élevée. Donc tout ce cortège très diversifié, cette flore de la frugalité azotée, est occupé à disparaître inexorablement. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que le nombre d'espèces est une très très mauvaise mesure de la biodiversité. On pourrait en débattre, si vous voulez, tout à l'heure. C'est une mesure trompeuse. Beaucoup plus d'espèces aujourd'hui, je vous l'ai dit, mais moins de biodiversité. Et dans tout ça, l'alouette de tout à l'heure, elle me rappelle qu'en fait, j'ai très peu parlé d'animaux, parce que je suis un botaniste, que je sais que mes collègues vont parler d'animaux, mais quand même, je ne pouvais pas terminer sans dire un mot du sort de l'alouette. Il y a bien longtemps que je n'ai plus entendu chanter une alouette dans les moissons de nos régions. Et effectivement, comment vont les alouettes? Elles vont très mal. Voilà le titre d'un article
qui a fait sensation il y a quelques années, donc l'intensification agricole et le collapsus des populations d'oiseaux dans les campagnes européennes. Le collapsus, ce n'est pas l'érosion à la marge, c'est l'écroulement. Si on regarde ce qui s'est passé en Wallonie, j'ai sorti de l'état de l'environnement wallon en 2017, document très intéressant que je vous recommande chaudement. Ce graphique-ci, qui est les effectifs d'oiseaux dans nos régions, donc pas les nombres d'espèces, des nombres d'individus, depuis 25 ans. Et vous voyez que la tendance générale est à l'écroulement. Spécialement, il faut bien le dire, la courbe rouge, c'est les oiseaux des paysages agricoles et des campagnes, c'est-à-dire une biodiversité, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Les oiseaux des forêts, les courbes vertes, ici la courbe verte s'en tire un peu mieux. J'ai presque fini. Voilà un article qui a aussi fait sensation l'année passée. Ça concerne des captures d'insectes en Allemagne dans des réserves naturelles. Donc ici, on va aller se mettre dans les meilleures conditions. Des sites conservés, protégés. Regardez ce qui s'est passé. Une chute de 75% des effectifs d'insectes capturés depuis 25 ans. Donc chaque ligne représente un point de piégeage. L'axe vertical, ce sont des quantités d'insectes exprimées ici en biomasse capturée dans les pièges. Et donc vous voyez qu'en 25 ans, les populations d'insectes, même dans ces sites protégés, ont connu un écroulement considérable. Et donc on est bien forcé de conclure que, effectivement, la biodiversité ordinaire, elle ne se porte pas fort bien. Merci de votre attention.